Imaginez une scène simple, on ne peut plus familière. Vous travaillez comme un forçat, vous bouclez projet sur projet, vous portez votre entreprise à un niveau supérieur, et enfin vous décidez de lui offrir ce fameux cadeau dont elle fait allusion depuis 6 mois. Vous garez devant la maison une voiture neuve ornée d'un ruban ridicule, et vous attendez. Vous attendez cette fameuse réaction qui est censée racheter toutes vos nuits blanches de l'extase de la gratitude, peut-être même des larmes de joie. Mais au lieu de cela, vous ne voyez qu'une moue légèrement méprisante et vous entendez une phrase froide comme un vent de décembre vous disant que la couleur « voyez-vous » n'est pas la bonne. Et à cet instant, quelque chose se brise en vous. Vous pensez que le problème vient de la couleur de la voiture ou de son mauvais caractère, mais vous vous trompez. Le problème est bien plus profond. Elle ne vous remercie pas parce que dans sa vision du monde, vous ne lui avez pas fait de cadeau. Vous avez payé une facture. Vous avez versé un loyer supplémentaire pour le droit d'utiliser ce qu'elle considère comme son actif principal, sa beauté, sa jeunesse, son corps. Dans sa tête, une calculatrice tourne, et dans ses mains, elle tient un ticket d'or imaginaire qui, selon sa conviction profonde, lui donne droit à une rente à vie sur vos ressources. Aujourd'hui, nous préparons ce phénomène. Nous ne parlerons pas de la cupidité féminine, c'est trop superficiel. Nous allons mettre à nu la bioéconomie même du parasitisme féminin et démonter pièce par pièce le mécanisme qui transforme une femme adulte en une enfant capricieuse persuadée que vous lui devez tout par le simple fait de votre existence. Nous allons découvrir qui a mis cette idée destructrice dans sa tête et pourquoi. Et plus important encore, je vous donnerai un protocole clair pour annuler ce ticket une fois pour toutes en reprenant le contrôle de votre vie et de vos ressources. Avant d'explorer les aspects mystérieux de la psychologie et du comportement humain selon Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une source d'information, mais un véritable voyage vers la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de soi-même. Si vous trouvez ce sujet utile, commentez 1. Si vous ne ressentez pas encore de connexion, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une source de motivation pour continuer à vous offrir des contenus profonds afin de vous aider à mieux vous comprendre. Commençons. Partie 1. La fabrique à illusions. Qui a gonflé cette bulle? Pour comprendre d'où vient ce syndrome, il faut remonter au tout début, dans la chambre d'enfant où se posent les fondations de la future personnalité. C'est là, sur les tapis en peluche et au son des contes du soir, que se produit la division primaire des rôles qui déterminera toute sa stratégie de vie future. On apprend au garçon, dès le berceau, à être un producteur. On lui dit « Tu dois être fort, tu dois protéger, tu dois accomplir, tu dois mériter ». Sa valeur réside dans ses actions et ses réussites futures. À la fille, en revanche, on inculque un paradigme totalement différent. On lui dit « Tu es une princesse, tu es une beauté. Tu mérites le meilleur simplement par le fait de ta naissance ». Sa valeur réside dans son état statique, dans son être. Cette orientation culturelle apparemment anodine crée un déséquilibre psychologique monstrueux. Il grandit avec un sentiment de dette inné et elle avec un sentiment de droit inné. Il entre dans une relation pour donner et mériter l'amour, tandis qu'elle y entre pour recevoir et évaluer ses efforts. Ce modèle d'éducation est la première pompe la plus puissante qui commence à gonfler la bulle de son ego surdimensionné. Elle n'a encore rien fait, rien accompli, n'a apporté aucune valeur au monde, mais elle est déjà convaincue que le monde doit se dérouler devant elle comme un tapis rouge. Et toi, l'homme, tu dois tisser ce tapis, le nettoyer et veiller à ce qu'il soit toujours parfait. Puis quand elle grandit, un second mécanisme encore plus puissant entre en jeu, les réseaux sociaux. Ce n'est pas qu'une plateforme de communication. C'est une usine géante à fabriquer des illusions et à gonfler l'importance féminine jusqu'à des proportions cosmiques. Chaque photo d'elle-même la plus banale récolte des centaines de mentions « j'aime » et des dizaines de commentaires admiratifs d'un harem virtuel d'hommes souffrant d'un déficit d'attention féminine. Cette dopamine numérique agit comme une drogue dure. Elle crée en elle une certitude absolue de son irrésistibilité et plus dangereux encore d'une demande infinie à son égard. Elle se regarde dans le miroir et ne voit pas seulement une jolie fille d'un quartier résidentiel, elle voit un trésor national pour lequel des centaines voire des milliers d'hommes se battent en ce moment même sur Internet. Elle commence à confondre l'attention virtuelle avec sa valeur réelle sur le marché. Elle a l'impression qu'une file de millionnaires de chair et de stars de cinéma attend devant sa porte prête à tout mettre à ses pieds.
Et quand tu apparais dans sa vie un homme réel en chair et en os, avec ses qualités et ses défauts, elle ne te regarde pas comme un partenaire, mais comme l'un des nombreux prétendants qui a eu la chance inouïe d'être admis auprès du corps de la déesse. Et toi, selon sa logique, tu devrais être éternellement reconnaissant et payé pour ce privilège. Ici, nous pouvons faire une légère référence à Carl Jung et à son idée de l'inflation de l'ego. Pour une femme à l'ego surchauffé, l'homme cesse d'être une personne à part entière. Il devient une fonction, un outil pour confirmer sa propre grandeur. Tes cadeaux, tes ressources, ton admiration, ce n'est pas une communication entre deux égaux, c'est de la nourriture pour son ego. Tu ne lui offres pas une voiture, tu confirmes qu'elle est une femme qui mérite une telle voiture. Tu ne paies pas un dîner au restaurant, tu confirmes qu'elle est une femme que l'on emmène dans de tels restaurants. Tu n'es qu'un miroir dans lequel elle veut voir sa propre majesté. Et si le miroir montre soudainement quelque chose qui ne va pas, il faut soit le nettoyer en te forçant à dépenser encore plus, soit le remplacer. Partie 2. La psychologie du rentier. La philosophie du donne et du tu dois. Maintenant que nous avons compris comment se forme cette bulle de grandeur, voyons comment elle fonctionne dans la vie réelle au quotidien. Et ici, nous sommes confrontés à une distorsion fondamentale de la nature même des relations. La psychologie populaire moderne et les coachs pour femmes lui ont martelé l'esprit avec une idée d'une audace inouïe. Sa contribution à la relation peut être immatérielle, passive et éthérée, alors que ta contribution doit être matérielle active et facilement convertible en monnaie. Elle appelle cela l'énergie féminine, l'inspiration ou le rôle de muse. Mais appelons les choses par leur nom, c'est la psychologie du rentier. C'est la position d'une personne qui possède un actif et le loue. Regardez la nature. Dans le monde sauvage où il n'y a ni Instagram ni belles citations, la femelle n'est pas une décoration passive de la grotte. C'est un prédateur actif, souvent féroce, qui se procure de la nourriture, construit un abri et protège sa progéniture au même titre que le mâle, et parfois même plus violemment. Une lionne à la chasse dépense autant de calories qu'un lion. La louve dans la meute ne reste pas assise sur un rocher en attendant que le loup lui apporte un morceau de viande juste parce qu'elle a de beaux yeux. La biologie ne connaît pas le concept de « juste être ». La biologie ne connaît que la loi de la conservation de l'énergie. Pour obtenir une ressource, il faut dépenser une ressource. Mais la femme moderne vivant dans le confort de la métropole a décidé qu'elle avait trompé l'évolution. Elle s'est persuadée que les lois de la physique ne s'appliquaient pas à elle. Elle croit que sa présence à tes côtés est déjà un travail que tu dois rémunérer au double tarif. Elle te dit « Je t'inspire à gagner plus ». C'est beau, presque magique, mais disséquons cette phrase. Comment se produit exactement cette inspiration? Peut-être prend-elle en charge toute la routine domestique, libérant ton temps pour la stratégie et le business. Souvent, non. Peut-être t'aide-t-elle à analyser la concurrence et à chercher de nouvelles niches. Peu probable. Dans la plupart des cas, son inspiration consiste à créer un déficit budgétaire constant. Elle ne t'inspire pas par son soutien, mais par ses exigences. Elle crée des problèmes et des besoins pour la résolution desquels tu es obligé de travailler plus. Ce n'est pas de l'inspiration. C'est de la création de stress que tu es forcé de convertir en argent pour t'acheter un peu de calme et de tranquillité. C'est comme dire qu'un agresseur dans une ruelle t'inspire à courir plus vite. Techniquement, c'est vrai, tu cours effectivement plus vite. Mais appeler cela un partenariat est le summum du cynisme. Dans ce schéma, tu n'occupes pas le rôle d'un mari aimé d'un chef de clan ou même d'un partenaire. Tu es un locataire. Rappelle-toi comment fonctionne la location d'un appartement. Tu y vis, tu paies chaque mois, tu fais les petites réparations, tu maintiens l'ordre. Mais dès que tu arrêtes de payer, on t'expulse. Tu n'as aucun droit de propriété. Tu ne peux pas dire « j'ai payé pendant 10 ans maintenant, cet appartement est à moi ». C'est exactement pareil ici. Tu peux investir des années dans son confort, l'emmener dans des stations balnéaires, lui acheter des manteaux et des gadgets. Mais tu ne rachèteras jamais ce ticket d'or. Tu paies simplement un abonnement pour avoir accès à son corps et à ses émotions. Et le plus terrifiant pour un homme, c'est de réaliser que peu importe ce qu'il investit, il reste toujours un occupant précaire. À tout moment, s'il se trouve un locataire plus riche, le contrat sera résilié unilatéralement sans retour sur investissement. Et c'est là que réside la racine de cette ingratitude par laquelle nous avons commencé. Un locataire n'attend pas de gratitude de la part du propriétaire pour avoir payé son loyer à temps. Le propriétaire ne dit pas « merci », au locataire il hoche la tête froidement et vérifie le solde sur sa carte.
C'est pourquoi quand tu lui offres quelque chose de cher, elle le prend comme un dû. Dans sa réalité déformée, tu n'as pas fait un geste généreux, tu as simplement réglé tes arriérés pour l'utilisation de sa magnifique compagnie. Elle estime que tu lui dois tout, car elle t'a fait l'honneur de te choisir parmi cette fameuse file mythique de chair. Et tant que tu ne comprendras pas cette mécanique, tu te frapperas la tête contre un mur d'incompréhension, essayant d'acheter son amour alors qu'elle ne fait que percevoir des loyers. Mais il y a dans ce système une faille, une fissure à laquelle elle essaie de ne pas penser, mais qui la rend folle la nuit. Et nous verrons comment utiliser cette connaissance contre sa manipulation un peu plus tard. En attendant, descendons d'un niveau là où se déroulent les marchandages les plus brûlants et les plus humiliants dans votre chambre à coucher. Partie 3. La monnaie sexuelle. Marchandage dans l'alcôve. Si la cuisine est l'endroit où elle présente les factures, la chambre à coucher est la bourse où se déroulent les transactions principales. Et pour un homme à la libido élevée, un homme plein de force et d'énergie, cela devient le point de vulnérabilité le plus douloureux. C'est ici que le concept du ticket d'or se manifeste sous sa forme la plus cynique et la plus destructrice. Pour elle, le sexe cesse d'être un acte d'amour d'union ou de plaisir mutuel. Le sexe devient une monnaie. Le sexe devient un outil de dressage. Le sexe devient ce levier avec lequel elle gère ton comportement, ton portefeuille et ton respect de toi-même. Rappelle-toi cette soirée où toi, fatigué mais content de toi, tu essaies de l'enlacer. Tu cherches de la chaleur, tu cherches à décompresser. Tu touches sa peau et au lieu d'une impulsion réciproque, tu sens de la froideur. Son corps se crispe. Elle s'écarte en prétextant une migraine de la fatigue ou le fait que tu ne l'as pas regardé comme il fallait pendant le dîner. Mais toi, en homme d'expérience, tu le sens, ce n'est pas une question de fatigue. C'est que tu n'as pas rempli les conditions du contrat tacite. Peut-être as-tu refusé un achat. Peut-être n'as-tu pas accordé assez d'attention de qualité. Ou simplement, elle a décidé de gonfler artificiellement le cours de sa monnaie en créant une pénurie. Elle le sait, plus la bête a faim, plus elle est obéissante et elle te maintient au régime sec, ne te donnant que des miettes d'intimité quand tu t'es bien comporté. Cela transforme la vie intime en une quête humiliante. Tu te surprends à essayer de mériter l'accès au corps de ta propre femme. Tu commences à surveiller tes paroles, à anticiper ses désirs, à faire des cadeaux non pas avec le cœur, mais comme un pot de vin, en espérant que ce soir, la douane donnera son feu vert. Mais même quand cela arrive, même quand les portes de la chambre s'ouvrent, qu'est-ce que tu obtiens? Souvent, ce n'est pas de la passion, ni du feu, ni l'envie de t'arracher tes vêtements. C'est ce qu'on appelle le sexe de l'étoile de mer. Elle reste allongée, regarde le plafond, ou pire encore, subit ostensiblement, montrant par toute son attitude « Allez, fais ton affaire puisque je l'ai promis ». Ce n'est pas de l'intimité, c'est une prestation de service. C'est comme si elle cochait une case dans un registre « Dette acquittée, j'ai maintenant le droit d'exiger un nouveau manteau ». Et ici, nous arrivons au paradoxe le plus cruel de la bioéconomie et du parasitisme féminin, l'inflation et l'amortissement de l'actif. Tout économiste te dira qu'un actif s'use avec le temps et perd de sa valeur si l'on n'y investit pas des sommes colossales. La beauté et la jeunesse féminine sont des actifs avec une date de péremption très proche. C'est une vérité cruelle qu'il est interdit d'énoncer en bonne société. Mais nous ne sommes pas ici pour être polis, nous sommes ici pour la vérité. Avec chaque année, son attractivité physique diminue objectivement. La gravité et le temps sont impitoyables. Mais le paradoxe du ticket d'or est que ses exigences augmentent en même temps de manière exponentielle. Imagine que tu ailles dans une concession pour une voiture d'occasion avec 200 000 km au compteur et que le vendeur en demande un prix 3 fois supérieur à son prix neuf sous prétexte que c'est un modèle de légende. Tu lui rirais au nez. Mais dans les relations, c'est exactement ce qui se passe. À 20 ans, quand elle était au sommet de sa fraîcheur, un ciné et une promenade sous la lune lui suffisaient. À 30 ans, ses demandes ont grimpé jusqu'au restaurant et aux vacances à l'étranger. À 40 ans, quand la compétition avec les plus jeunes devient perdue d'avance, elle exige des complexes de luxe et des diamants, compensant son insécurité intérieure par des attributs extérieurs de statut. Elle essaie de te vendre un actif flétrissant au prix d'une antiquité. Et le plus triste, c'est que beaucoup d'hommes achètent. Ils achètent par culpabilité, par habitude, par peur du changement. Ils continuent de surpayer pour ce qui, sur le marché libre, vaut déjà bien moins et parfois même se donne gratuitement.
Mais il y a dans ce jeu une nuance qu'elle oublie. Ta valeur sexuelle et ta valeur en tant qu'homme évoluent différemment avec l'âge. Tu es comme un bon vin ou un bien immobilier de prestige. Si tu prends soin de toi, que tu développes tes ressources et ton statut vers 40 ou 50 ans, tu atteins le sommet de ta forme. Tes actions montent, les siennes chutent. Et cet écart de potentiel est la zone même où naît sa peur cachée et ta force latente. Elle sent que l'équilibre change. Elle voit comment les autres te regardent. Et c'est précisément pour cela qu'elle renforce le contrôle, accentue les manipulations dans la chambre, essayant de t'attacher par la culpabilité et des complexes d'infériorité avant que tu ne réalises ta réelle valeur marchande. Et bien sûr, elle n'oublie jamais d'utiliser l'arme la plus sale de son arsenal, la comparaison. Mais nous allons parler de ce mécanisme de destruction de l'ego masculin tout de suite, car c'est l'aiguille qui injecte le venin directement dans ton âme. Partie 4. Technologie de l'extorsion. Regarde les autres. Si la chambre est une bourse, le chantage émotionnel est une agence de recouvrement qui t'extorque des dettes que tu n'as pas contractées. Et l'outil le plus efficace entre les mains d'une femme parasite infectée par le virus du ticket d'or, c'est la comparaison. Elle maîtrise à la perfection l'art de souligner tes défauts à travers le prisme des succès d'autrui. Tu as entendu ces phrases des milliers de fois, elles peuvent être voilées ou directes, comme un coup de poing à l'estomac. Le mari de son ami lui a offert un nouveau crossover. Ses connaissances sur Instagram sont encore parties aux Maldives pour la 3e fois cette année. Les enfants des voisins vont dans une école privée d'élite. Remarque bien qu'elle ne te compare jamais au voisin alcoolique ou au mari de l'ami qui est au chômage. Non, elle choisit toujours un exemple qui est au-dessus de toi en termes de statut ou de revenus à un instant donné. Pourquoi fait-elle cela? Tu penses que c'est pour te motiver? Oh que non, c'est un mensonge. Aucun homme dans l'histoire de l'humanité n'a été motivé à se lever du canapé et à déplacer des montagnes par la phrase « Tu es moins bien que le mari de ma copine ». Cela ne provoque que de la rage, de l'apathie et l'envie de tout envoyer balader. Elle le fait dans un seul but, rabaisser ton estime de soi. C'est une technique classique de négociateur, déprécier l'opposant pour le rendre plus conciliant. Quand tu te sens insuffisant à la traîne ratée face au voisin mythique qui réussit tout, tu deviens vulnérable. Le ver du doute commence à te ronger. Et si je n'en faisais vraiment pas assez, peut-être mérite-t-elle mieux et que je la déçois. Et pour faire taire ce sentiment de culpabilité insupportable, tu ouvres ton portefeuille. Tu achètes ce voyage, tu prends un crédit pour cette voiture, tu travailles jusqu'à l'épuisement, juste pour lui prouver et te prouver à toi-même que tu n'es pas moins bien qu'un autre. Tu paies une taxe sur ta propre infériorité qu'elle t'a artificiellement inculquée. À ce moment-là s'active un autre levier puissant, le gaslighting, à travers le concept du vrai homme. C'est sans doute la manipulation la plus géniale et la plus lâche de tous les temps. Personne ne sait qui est ce fameux vrai homme, où il vit ni ce qu'il mange. C'est un fantôme. C'est un assemblage pratique qu'elle construit selon ses besoins du moment. Aujourd'hui, le vrai homme est celui qui est généreux et ne compte pas son argent. Demain, le vrai homme est celui qui passe tous ses week-ends en famille. Après-demain, c'est celui qui est dur et décidé. Et le jour suivant, c'est celui qui supporte ses crises de nerfs et comprend sa nature délicate. La définition change selon ce qu'elle veut obtenir de toi sur l'instant. La phrase « un vrai homme n'agirait pas ainsi » est l'ordre au pied. C'est une tentative de reprogrammer ton cerveau remplaçant tes désirs personnels et tes objectifs par un programme au service de ses intérêts. Si tu lui refuses l'achat d'un énième objet inutile, tu es un radin, pas un vrai homme. Si tu veux passer du temps avec tes amis plutôt que d'emmener sa mère à la campagne, tu es un égoïste, pas un vrai homme. Elle s'est octroyé le droit de délivrer le certificat de virilité, et toi, sans t'en rendre compte, tu commences à sauter à travers des cerceaux de feu pour essayer de renouveler ce certificat. Tu te bats pour le titre de vrai, oubliant que le juge dans cette compétition est une partie intéressée et corrompue par son propre égoïsme. Et la cerise sur le gâteau de cette technologie de l'extorsion, c'est le jeu sur le sentiment de devoir et de culpabilité. Si soudain tu trouves la force de dire un « non » ferme, le mode victime s'enclenche. Elle ne discutera pas avec des arguments, elle commencera à pleurer. Elle dira que tu ne l'aimes pas, que tu es cruel, qu'elle t'a donné ses meilleures années. Tu te souviens du ticket d'or, et toi tu lui refuses une broutille. Les larmes sont le solvant universel de la volonté masculine. On nous a appris depuis l'enfance à ne pas faire de mal aux filles. La vue d'une femme qui pleure provoque chez un homme normal une décharge de cortisol
et l'envie immédiate de corriger la situation. Et le moyen le plus rapide de corriger cela est de lui donner ce qu'elle veut. Elle connaît ce bouton et elle appuie dessus sans hésiter, convertissant ses larmes en tes dépenses. Mais pourquoi marchons-nous? Pourquoi des hommes adultes, intelligents, accomplis, qui dirigent des entreprises et commandent des gens, se transforment-ils à la maison en distributeurs automatiques dociles? Pourquoi permettons-nous qu'on nous impose ces règles du jeu? La réponse se trouve au plus profond de notre biologie et dans ces pièges sociaux qui ont été posés bien avant notre naissance. Et pour sortir de cette fosse, nous devons comprendre exactement comment nous avons été ferrés. Partie 5. La culpabilité masculine. Pourquoi achetons-nous ces tickets? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Nous les hommes aimons nous considérer comme des êtres logiques, mais lorsqu'il s'agit des femmes, notre cerveau s'éteint souvent pour laisser place à de vieux instincts animaux. Pourquoi supportons-nous cela? Pourquoi continuons-nous à payer pour ce maudit ticket d'or, même quand nous comprenons que le prix est surévalué des dizaines de fois? La première raison est une peur biologique banale. La peur d'un lit froid, la peur de rester sans accès au corps féminin. La nature nous a joué un tour cruel. Notre testostérone, notre désir de procréation et de plaisir sont un moteur puissant qui nous pousse à déplacer des montagnes. Mais c'est aussi ce qui nous rend vulnérables devant celle qui contrôle le robinet. Elle le sent. Elle sait que ta faim est son principal allié, et elle joue magistralement sur cette différence de potentiel. Toi, tu en as toujours besoin. Elle, c'est selon son humeur. Le deuxième piège est ancré dans notre éducation, le syndrome du sauveur, le syndrome du chevalier, ou pour parler franchement, le syndrome de la ressource pratique. Depuis le jardin d'enfants, dès les premiers livres et films, on nous a inculqué que l'amour doit se conquérir, que l'homme est celui qui résout les problèmes, qui comble de cadeaux, qui jette le monde aux pieds de la belle dame, simplement parce qu'elle est belle. On ne nous a pas expliqué l'essentiel. La chevalerie n'a de sens que face à une princesse qui apprécie ton exploit, pas face à un dragon en robe qui considère que tu ne fais que remplir tes obligations professionnelles. Nous essayons d'acheter des sentiments qu'il est impossible d'acheter. Nous pensons, si je lui achète cette voiture, elle comprendra enfin à quel point je l'aime. Elle va fondre, elle deviendra tendre. C'est une erreur. Elle ne fondra pas, elle cochera simplement la case « Reçu » et passera au point suivant sur sa liste de souhaits. Tu nourris un trou noir en espérant qu'un jour il soit plein. Mais les trous noirs n'ont pas de fond. Et la troisième raison est la pression sociale. La société, les marketeurs, l'industrie du cinéma, tous travaillent à maintenir le mythe du ticket d'or. Regarde les publicités, une famille heureuse est toujours montrée à travers le prisme de la consommation. Le mari offre des diamants. La femme sourit. Le mari a acheté un voyage. La femme est heureuse. On nous a vendu l'idée que le bonheur de la femme est la seule mesure de la réussite d'un homme. Si ta femme est mécontente, c'est que tu es un mauvais pourvoyeur. Ce sentiment de culpabilité est la laisse idéale. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, cette laisse finit par se briser. Et elle se brise précisément au moment où tu réalises une vérité cruelle, mais juste sur le temps travaille pour toi, et il tue impitoyablement son actif à elle. Partie 6. Le mur. Quand le ticket d'or brûle, il y a dans la vie de la femme parasite un seuil terrifiant dont elle n'ose parler que par chuchotement. C'est l'âge de 35 à 40 ans. L'horloge biologique tourne plus fort que n'importe quel réveil. Cette fameuse file de chair et de millionnaires qui lui semblait-il se tenait à sa porte commence à s'éclaircir rapidement pour finir par disparaître totalement. La jeunesse s'en va, la gravité reprend ses droits. Le marché se remplit de nouveaux tickets d'or tout frais, des filles de 20 ans plus jeunes, plus énergiques, et ce qui est le plus blessant, souvent moins exigeantes. C'est ici que se joue une véritable tragédie, la tragédie de la femme, qui a misé non pas sur sa personnalité, ni sur le partenariat, ni sur le développement, mais uniquement sur son apparence physique et sa physiologie. Carl Jung décrivait un archétype similaire sous le nom de Puella Aeterna, l'éternelle petite fille. Une femme psychologiquement coincée à l'adolescence, attendant que le monde la fasse tourner éternellement sur un manège. Mais le manège s'arrête, et quand la musique se tait, elle se retrouve devant un vieux chaudron brisé comme la vieille femme du célèbre conte. Elle s'est habituée à seulement prendre, elle ne sait pas donner de la chaleur, elle ne sait pas être une amie. Elle n'a rien construit de sien parce qu'elle a vécu sur tes ressources.
Et la voilà assise aigrie contre le monde entier, accusant les hommes d'être des lâches, sans comprendre que son actif s'est simplement amorti jusqu'à zéro. Son ticket est périmé, le contrôleur ne la laisse plus entrer gratuitement en classe affaires de la vie. Et que se passe-t-il pour toi à cet âge? Si tu ne t'es pas laissé aller, si tu as travaillé, si tu as évolué et construit ton empire, alors vers 45 à 50 ans, tu entres dans ton âge d'or. Tu as l'argent, tu as le statut, tu as l'expérience, tu as le charisme. Tu es ce fameux renard argenté que les jeunes femmes regardent avec intérêt. Ta valeur sur le marché matrimonial est maximale, la sienne est minimale. C'est le moment de ta revanche, non pas par vengeance, mais par justice. Tu n'as plus besoin de son ticket périmé, tu peux choisir. Et quand elle vieillit, ayant perdu sa morgue d'antan, tente soudain d'appliquer ses vieilles manipulations, cela n'est plus effrayant, c'est pathétique. Le donne et le tu dois ne fonctionnent plus car elle n'a plus de levier de pression. Tu es libre. Mais pourquoi attendre 40 ans pour ressentir cette liberté? Pourquoi tolérer le parasitisme maintenant alors qu'on peut y mettre fin immédiatement? J'ai pour toi un protocole qui fonctionne à tous les coups. C'est la douche froide qui lui enlève sa couronne en quelques secondes. Partie 7. Protocole de protection. Comment dévaluer son ticket? La première étape et la plus importante de ce protocole est une révision totale de ta capacité à dire le mot « non ». Durant des années de mariage ou de relations longues, les hommes modernes ont désappris à utiliser cet outil, craignant les vexations, les scandales ou, ce qui est le plus terrible, l'exclusion du lit. Mais tu dois comprendre, non est le seul mot qui te rend ta subjectivité. C'est l'aiguille qui perce la bulle gonflée de sa grandeur. Comment faire techniquement? Lorsqu'elle vient avec une énième exigence, qu'il s'agisse d'un nouveau manteau, d'un voyage ou d'une rénovation qui n'était pas prévue, tu ne commences pas à te justifier. Tu ne dis pas « Désolé chérie, je n'ai pas d'argent en ce moment. On verra plus tard ». C'est une position de faible, une position de coupable. Tu dis calmement en la regardant entre les deux yeux « Non, j'ai décidé d'orienter ces fonds vers le développement de mon entreprise. » Ou simplement « Non, je n'en vois pas l'utilité. » Sans émotion, sans excuse. Tu verras son visage se décomposer. Ce sera d'abord le choc, puis la colère, puis la tentative de manipulation par les larmes. C'est un sevrage, c'est l'hystérie d'un toxicomane privé de sa dose gratuite de ressources. Ta mission est de rester un roc. Si tu tiens bon face à cette tempête sans fléchir, son cerveau recevra un nouveau signal. Les vieux codes d'accès ne fonctionnent plus. Le système est mis à jour, le maître c'est de retour. La deuxième étape est la mise en place de la technique du miroir du marché. C'est l'arme la plus puissante de ton arsenal, celle qui remet tout à sa place. L'essence de la méthode est simple. Tu commencerais à traiter ces demandes de la même manière qu'un investisseur traite une start-up. Quand elle exige des investissements, tu exiges de voir le business plan et les bénéfices. Voici un scénario concret de conversation qui les plonge dans la stupeur. Elle dit « Je veux aller aux Maldives. On n'est allé nulle part depuis longtemps. Tu me dois bien ça. » Tu ne discutes pas. Tu t'assois calmement en face d'elle et tu dis « Très bien, le voyage coûte 10 000 $. C'est mon argent, mon énergie, mon temps. Je suis prêt à les poser sur la table. Maintenant, dis-moi que mets-tu concrètement dans l'autre plateau de la balance pour équilibrer cet apport. Et s'il te plaît, épargne-moi les abstractions du genre « J'embellis ta vie » ou « Je crée un foyer chaleureux ». Ce sont des paramètres de base, tout le monde en est capable. Qu'est-ce que tu m'apportes d'unique que je ne peux pas obtenir d'une femme de ménage pour 100 $ ou d'une masseuse professionnelle? Quelle est ta valeur ajoutée unique en tant que partenaire dans cette transaction à 10 000? À ce moment-là, un bug survient dans la matrice. Elle commencera à bégayer, à parler d'amour, de spiritualité, du fait que tu es un être froid et cupide, mais tu continues à presser avec la logique. Tu lui expliques avec tes doigts « Regarde, mon amour s'exprime par la sécurité du foyer, la nourriture, ta voiture. » Ce sont des faits solides et mesurables, alors que ton amour ces derniers temps ne s'exprime que par des reproches et un visage fermé. Il se trouve donc que j'achète un billet pour un spectacle qui ne me plaît pas. Pourquoi devrais-je payer pour cela au tarif premium? Cette conversation est cruelle. Elle arrache les masques, elle lui montre que son ticket d'or, son apparence et l'accès à son corps ne sont pas une carte de crédit illimitée. C'est un actif qui nécessite une confirmation de qualification. Tu fais passer la relation du format parasite-hôte au format partenaire-partenaire, où chacun doit s'investir pour obtenir des dividendes.
La troisième étape est la séquestration du budget et la création d'un fonds de réserve secret. L'erreur de beaucoup de pourvoyeurs est de rendre leurs revenus transparents pour leurs femmes. Elle sait combien tu as gagné et a déjà dépensé cet argent en pensée. Ta mission est de faire de tes finances une boîte noire. Tu alloues une somme fixe pour le foyer et le quotidien décente, mais pas excessive. Tout ce qui dépasse est ta zone de responsabilité qu'elle n'a pas besoin de connaître. Tu veux t'acheter une moto, tu l'achètes. Tu veux investir en bourse, tu investis. Quand elle demandera « et l'argent ?» tu réponds calmement « c'est investi ». Tu arrêtes de rendre des comptes. Tu te réappropries le droit de disposer seul du résultat de ton travail. Cela provoque une panique chez la femme parasite car elle perd le contrôle de la base de ressources. Mais c'est précisément cette panique qui la pousse à commencer à bouger, et peut-être pour la première fois depuis des années, à te regarder non pas comme un distributeur automatique, mais comme un homme qu'elle peut perdre. La quatrième étape, et c'est la plus piquante, est la réponse miroir aux manipulations sexuelles. Si elle tente d'utiliser l'accès à son corps comme levier de pression, pas de manteau, pas de sexe, tu ne dois pas lui courir après en suppliant. Tu fais un coup de maître, tu introduis des sanctions. Tu la prives non seulement d'intimité, tu survivras mieux qu'elle ne le pense, mais surtout tu la prives d'attention émotionnelle et financière. Ah, tu as mal à la tête et tu n'es pas d'humeur. Je comprends, ma pauvre. Alors pas de restaurant cette semaine. Tu dois rester allongé et te reposer. Et on annule le shopping, le bruit des magasins est mauvais pour la migraine. Tu lis son refus d'intimité à une chute immédiate de sa qualité de vie. Tu dresses son système limbique. Accès au corps fermé égale accès au portefeuille fermé. Ce n'est pas de la vengeance, c'est un réflexe conditionné. Très vite, elle comprendra la chaîne logique simple. Pour que le ticket d'or fonctionne, il faut le composter, pas le cacher dans sa poche. Le ticket n'est valable que sur présentation. Et enfin, le cinquième élément de protection, le changement de centre de gravité. Arrête de faire de son contentement le but de ta vie. Ton but, ta mission, ton œuvre, ton héritage, elle n'est qu'une compagne de route. Si la compagne commence à attraper le volant et à exiger d'aller dans une autre direction, on la dépose sur le bas-côté. Commence à investir ostensiblement en toi-même. Inscris-toi dans une salle de sport haut de gamme. Renouvelle ta garde-robe, commence à te rendre à des rencontres masculines sans elle. Qu'elle voit que ta vie est pleine, intéressante et riche sans sa participation. La femme méprise biologiquement l'homme qui se comporte en paillasson, mais elle ressent un frisson et une attirance animale pour l'homme qui est autonome et légèrement dangereux. Redeviens pour elle un actif dangereux qui peut partir chez la concurrence. C'est le meilleur moyen de rabattre son caquet et de la forcer à reconquérir sa place au soleil à tes côtés. Final. Tu es le propriétaire de la fabrique. Faisons le bilan et ancrons dans ton esprit une métaphore fondamentale qui doit devenir ton bouclier mental pour le restant de tes jours. Rappelle-toi l'histoire de Charlie et la chocolaterie. Le monde entier devenait fou à la recherche des tickets d'or. Les gens dépensaient des fortunes, fouillées dans des tonnes de chocolat juste pour trouver ce précieux morceau de papier doré. Les détenteurs du ticket se sentaient élus les rois du monde. Mais regardons la vérité en face, qu'est-ce qu'un ticket en soi? C'est juste un morceau de papier, de la papeterie. Il n'a aucune valeur intrinsèque. Sa valeur est absolument dérivée. Elle n'existe que tant que la fabrique existe. Dans ton couple, dans ta famille, dans ta vie, cette fabrique, c'est toi. Ton intelligence qui conçoit les schémas de gain. Ta volonté qui te force à te lever à 6 heures du matin pour aller au combat. Tes nerfs qui supportent le stress des négociations. Tes mains qui construisent ce monde. Toi, tu es les machines. Tu es le convoyeur. Tu es la recette. Tu es l'énergie qui alimente toute la production. Tu crées le chocolat. Tu crées cette fameuse vie sucrée à laquelle elle est tant habituée. Et qui est-elle dans ce schéma? Elle est l'heureuse détentrice d'un ticket d'entrée. Elle a une chance incroyable. Elle a tiré ce ticket à la loterie de la génétique en recevant un joli petit visage ou à la loterie du destin en te rencontrant au bon moment. Ce ticket lui a permis de passer les portes de ton territoire, de se promener dans tes ateliers, de goûter tes produits et de vivre au chaud et à satiété. Mais quelque part en chemin, elle a commis une erreur fatale, elle a décidé que le ticket lui donnait un droit de propriété sur la fabrique. Elle a décidé qu'elle pouvait dicter au directeur comment gérer la production. Elle a oublié que le ticket est un privilège d'invité, pas un mandat de gérant. Tu dois le lui rappeler. Fermement, calmement, sans hystérie.
Le ticket d'or n'est valable que tant que les règles de visite sont respectées. Si le visiteur commence à insulter le personnel, à cracher par terre, à exiger de repeindre les murs en rose, et crie que sans lui la fabrique s'arrêtera, la sécurité le prend par les bras et le fiche à la porte, dans le froid. Et sais-tu ce qui arrive ensuite? La fabrique continue de tourner. Les machines tournent, le chocolat coule à flot. En revanche, le visiteur reste à la rue avec un morceau de papier périmé dans les mains qui ne vaut plus rien parce que les portes sont fermées. N'aie pas peur de fermer les portes. N'aie pas peur de licencier les parasites. N'aie pas peur de rappeler qui crée ici la valeur ajoutée et qui ne fait que la consommer. Ta vie et ta production, tes ressources sont ton capital. Et toi seul décides à qui délivrer des invitations et qui inscrire sur la liste noire. Cesse d'être un débiteur dans ton propre royaume. Tu ne dois rien à personne sauf à toi-même et à ton œuvre. Souviens-toi de cela la prochaine fois que tu verras une grimace de mécontentement en réponse à ton cadeau. Souris et dis-toi, je suis la fabrique et tu n'es qu'une touriste et ton visa n'est pas à durée indéterminée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comment vous sentez-vous après cette exploration d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré ou marqué? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires afin que nous puissions connaître vos réflexions. Et si cette vidéo vous offre une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines explorations. Chaque soutien, chaque retour est une véritable source de motivation pour continuer à vous proposer des contenus profonds, fidèles à l'esprit de Carl Jung, afin de vous aider à mieux vous comprendre pas à pas. Merci et à très bientôt dans la prochaine vidéo.